Les amis, vidéo debunk numéro 2, on va en refaire une parce que vous avez kiffé ça. Encore une fois, le but ici, c'est de rester dans la bienveillance. On veut trasher personne. Le but, ce n'est pas de descendre des gens. Le but, c'est d'amener de la valeur supplémentaire à ce format court de manière générale, parce que c'est ce qu'on regarde et c'est ce qu'on debunk, c'est du format court, dans le but de, en fait, amener de la valeur supplémentaire. Le problème du format court, c'est qu'en vrai, personne n'apprend rien avec le format court. On ne va pas se mentir. Ce n'est pas en regardant un truc de 30 secondes en 1 minute qui est ultra cuté, ultra rapide que vous allez vraiment apprendre. Donc le but ici, c'est justement de prendre ces infos-là et de rajouter de la valeur et d'expliquer les contextes plus profondément. Et après, si les gars se retrouvent à dire de la merde, je suis désolé, mais je vais le dire aussi. Let's go les amis, c'est parti. Avant qu'on commence, sachez que vous pouvez vous inscrire à ma newsletter qui est 100% gratuite. Vous recevrez des tonnes de valeurs, des tips quotidiens que j'écris moi-même. C'est moi-même qui écris tous les mails. Vous en avez déjà loupé des centaines, voire je pense pas loin d'un millier. Donc dépêchez-vous, vous pouvez vous désabonner à tout instant et en prime vous gagnerez une formation 100% gratuite de plusieurs heures qui va vous apprendre comment setup votre home studio, les erreurs à ne pas faire, les trucs à acheter, à ne pas acheter, etc. Tout ça, comment bien commencer 100% gratos, plus 300 presets sérum haut de gamme. C'est tout en bas dans la description. Ok les amis, on commence avec la première vidéo. Putting an EQ on the master is a good idea to cut out anything below. Putting an EQ on and it'll make your mix sound worse anyways. There's no sub that you can really hear with your ears, and it's just bringing... Ok, désolé pour le petit bug. Bref, je vous traduis ce qui est écrit pour ceux qui ne parlent pas anglais. Ça dit que tout couper à 30 Hz sur son master, c'est une bonne idée, qu'il n'y a rien en dessous de 30 Hz qu'on peut entendre. Alors, celui-là, c'est un gros qui revient toujours. Le fait de couper son master, de low-cut son master en dessous de 30 Hz ou à 20 Hz, etc., peu importe le numéro, finalement, j'ai envie de vous dire c'est de la merde. Alors, c'est de la merde dans le sens où non, ne faites pas ça par défaut. Maintenant, attention. Il y a des cas où il faut le faire, où ça peut bien sonner de le faire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des cas où le bas peut être nettoyé, peut être tighté, comme on dit, le rendre plus tight, en allant enlever un petit peu de l'extrême bas. Maintenant, est-ce qu'il faut le faire par défaut? Absolument pas. Ne mettez pas un filtre sur votre master par défaut. Ça peut créer aussi des problèmes, enfin, c'est pas des problèmes, mais ça peut changer la phase. Et ça va changer la phase si vous faites ça avec un filtre qui n'est pas en phase linéaire. Et de le faire par défaut, c'est débile. Okay, mais comme tout, j'ai envie de vous dire, on ne fait rien par défaut dans l'audio. C'est débile. Okay, on fait seulement s'il y a besoin. Autre point, c'est que si vous avez besoin de faire ça sur votre master, il y a de très 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 fortes chances pour que vous puissiez aller nettoyer le problème avant, okay, dans les pistes individuelles ou les groupes, et que ce soit beaucoup mieux de le faire là que sur le master. Voilà. Ok, deuxième vidéo. Aujourd'hui, je te montre une astuce qui va nettement améliorer tes mix au niveau de tes kicks. Quand tu veux gonfler un kick et lui donner plus de sub, je te conseillerais de le faire de cette manière. En gros, tu vas regarder la tonalité de ton morceau. Do majeur, ré mineur, etc. Là, pour l'exemple, on va dire que le morceau est en sol. Donc, ce que tu vas faire, tu vas sur Internet, tu tapes tableau des fréquences des notes, et là, tu regardes, tu vois que la note de sol, dans les subs, on est à 49 Hz. Donc, ce que tu fais, tu viens ouvrir un EQ, et là, tu te mets 49 Hz, tu fais un petit pic avec un Q à 2, et tu rajoutes 1 ou 2 dB, suivant ce que le kick a besoin. Et donc là, on a boosté, entre guillemets, la note de sol dans les subs. Et là, tu es sûr que ton kick sera en harmonie avec ton track. N'hésite pas à essayer ça. Ok, intéressant. Alors, en vrai, je pense que ce qu'il dit, c'est pas con. C'est-à-dire que oui, pourquoi pas, ok. On booste la fondamentale, la root note de notre mix. Oui, mais attention, le truc qui n'est pas précisé là, c'est que ça dépend du kick. Si de base, je vous donne un exemple, tu as un kick qui frappe 4 notes plus bas ou 4 notes plus haut, c'est-à-dire qu'il y a une fondamentale qui est plus bas ou plus haut que dans son exemple sur du sol. Le problème, c'est que de booster là du sol sur du kick qui n'est pas tuné en sol à la base, ça va rien changer. Là, du coup, tu ne boostes pas la tonalité parce que tu vas te retrouver à booster une zone dans le kick qui n'existe pas ou alors qui est en transition. Vu qu'un kick, c'est un sweep de pitch, si tu boostes un peu plus haut, admettons, tu peux te retrouver à booster un endroit où la note n'est pas encore tenue dans la fréquence, et de ce fait, tu vois, ça ne matche pas. Donc, le conseil qu'il dit est vrai, c'est pas faux dans l'idée, mais attention dans l'implémentation à en fait avoir un kick qui soit tuné entre guillemets ou qui vive là où il doit vivre par rapport à la note que tu boostes, qui va être la root note de ton morceau. Ok ? Donc ça a du bon fond, mais je pense, tu vois, c'est l'exemple typique d'un short qui, en fait, part d'une bonne idée. C'est-à-dire, ce qu'il dit, c'est pas faux, c'est vrai et tout, c'est cool.
Mais le problème, c'est que tu vois, quelqu'un qui comprend pas, là, qui n'a pas les compétences en fait assez développées pour vraiment comprendre ce qu'il explique, il va faire ça sans réfléchir, il va faire de la merde. Donc voilà. Mais c'est pas faux ce qu'il dit. Ok, vidéo suivante. On va se faire des ennemis, hein. Tous les ingénieurs du son, TikTok, Instagram, etc. qui vendent des formations. Vraiment, fermez mon compte, ma chaîne, tout ce que vous voulez, arrêtez tout. Le jour où je vends une formation qui t'apprend à mixer des voix, savoir comment marche une EQ, un compresseur, etc. T'as pas besoin de payer 200 € dans une formation, tu vas très vite comprendre comment ça marche. Donc franchement, économise ton argent et prends plus de temps pour t'entraîner. Des solutions miracles, ça n'existe pas. On peut vendre des templates, des choses comme ça va pouvoir sonner correctement dans 90% des cas, etc. Mais tu sauras toujours pas mixer en vérité. Donc voilà, si tu veux apprendre et comprendre, pratique. Et si tu veux te renseigner, tout est disponible sur YouTube, sur TikTok, etc. Et je pense que la plupart des... Alors, j'arrête 2 secondes. Je suis obligé de le prendre personnellement, je vends des formations. Donc, quelque part, voilà. Alors, tu peux tout trouver gratuit sur YouTube. Ça, c'est toujours l'argument numéro 1. Alors, d'un côté, c'est à double tranchant parce que je dirais, tu peux trouver en tout cas une énorme partie de l'information, c'était pas français ce que je dis, mais vous avez compris, sur YouTube ou autre. C'est-à-dire que oui, dans les grandes lignes, l'info, en tout cas pour commencer un sujet, et dans le son ou autre, hein, c'est valable à peu près dans tous les domaines, tu vas la trouver gratos. Ok ? Il n'y a pas que YouTube, il y a les livres, il y en a plein, des infos, hein, des sources d'infos. Donc ça, oui, c'est vrai. Mais est-ce que maintenant, ça suffit pour que tu y arrives tout seul ? La réponse, en fait, elle est sous vos yeux. Regardez toutes les personnes qui sont producteurs, qui se forment tout seuls en autodidacte, je vous garantis, et là pour le coup je suis vraiment très bien placé pour vous le dire parce que j'ai bossé dans des écoles, je donne des cours depuis littéralement presque 15 ans, je forme des gens, je coach des gens dans mon programme Ascension Pro par exemple où je vois ça toute la journée, les gens tout seuls n'y arrivent pas, ou c'est très rare. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'avoir l'information ne suffit pas. C'est pas ça qui fait que vous avez des résultats. Et ça, c'est le plus gros, en fait, j'allais dire la plus grosse misconception en anglais, le plus gros malentendu, entre guillemets, en français. Parce qu'avoir l'information tout seul ne suffit pas à vous faire réellement avoir un résultat. Et quand je parle de résultat, c'est-à-dire en gros step up assez loin pour, entre guillemets, sonner pro ou dans les standards et autres. Ça se saurait, hein, je veux dire, regardez autour de vous. Donc, voilà, à prendre avec des pincettes. Par contre, ce qu'il dit, c'est-à-dire de moins procrastiner et de faire, 100% d'accord avec lui. Les gens qui vendent des formations, eux, n'ont jamais payé 1 € pour se former. Moi, j'ai une chaîne de tutos, je donne beaucoup de conseils, etc. gratuits. Vous pouvez largement débuter en mix et avoir des résultats corrects. Et quand je 100% vrai. Ça, pour le coup, pour débuter, 100% vrai. regarde le compte de beaucoup d'ingénieurs du son sur TikTok, c'est pareil. Ils vous donnent des informations cruciales qui peuvent vraiment vous faire gagner du temps et vous n'avez pas besoin de payer. C'est une arnaque. Franchement, les gars. Oh, attention. Là, ce qui s'appelle la diffamation. Dire c'est une arnaque, alors il cite personne, il peut pas dire ça. Et pour le coup, là, je suis 100% pas d'accord avec lui parce que je parle même pas que de mes formations. Je parle des formations en général et pas que dans l'audio. Je vous parle de manière générale. Il y a des super formations, il y a des trucs qui peuvent vraiment aider les gens. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir les témoignages ou autres. Hein. Mais il y a aussi, évidemment, beaucoup de merde. C'est comme dans tout. Il y a de la merde, il y a des trucs qui sont bien. Après, il faut trier, il faut regarder. Limite, envoyez un petit 10 € parce que là, je viens de vous faire économiser 200 €. Donc voilà, à tous les ingénieurs du son qui vendent des formations, vous êtes très crédibles, votre travail, c'est super top. On est ensemble, c'est pas ça que je dis, mais arrêtez de la faire à l'envers aux débutants. C'est pas bien. Franchement, c'est de la hagra. On va se faire des ennemis. Hein. Ok, donc voilà, je pense qu'on n'a rien d'autre à dire sur cette vidéo. Allez, prochaine vidéo, celle-là, elle est avec un grand amour parce que celle-là, je l'ai déjà vue et elle n'est pas du tout... c'est une vieille vidéo et c'est vraiment de notre ami... j'ai plus le nom. Bref, ça a écrit là quelque part, je pense. Non, bref, on va voir. J'ai plus le nom, je suis désolé. Let's go. Je vais me faire foudroyer à cause de cette vidéo, mais voici les différents niveaux entre vos éléments pour que votre mix y sonne comme ça. Kick autour de moins 10 dBFS. Bass et 808 autour de moins 20 dBFS. L'ensemble de vos rimshot, clap, snare autour des moins 14 dBFS. L'ensemble de vos hi-hat autour des moins 24 dBFS. L'ensemble de vos percussions autour des moins 26 dBFS. De sorte à ce que l'ensemble de vos percussions de votre bus drum soit entre moins 8 et moins 6 dBFS. Ok, ça sert à rien de regarder même la suite parce qu'après il continue à nous donner des niveaux comme ça. Alors, ça pour le coup les amis, le fait de donner des niveaux en dBFS, donc on parle là de niveau pic en dBFS, ok ? Pour des éléments, ça n'a aucun sens. Pourquoi ? Pourquoi ça n'a aucun sens ? Parce que le niveau pic d'une source ne nous donne en rien une information par rapport à comment on ressent en termes de loudness cette source. Je vous donne un exemple très simple. Vous pouvez avoir
une source qui pique, admettons, à moins 10 dBFS, qui a un certain loudness ressenti, et une source qui a une valeur pique bien plus basse, admettons, j'en sais rien, 6 dB de moins, ok. Donc elle pique beaucoup moins haut, mais pour le coup, cette source-là, elle sonne beaucoup plus fort, beaucoup plus loud. La valeur pique nous donne en rien la sensation de loudness. Donc, à quel point, enfin, quand, dans quel monde on peut donner des bases, même des bases, pour faire une balance en niveau pique. Ça n'a aucun fucking sens, ok. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire de plus, je pense, sur cette vidéo. Je salue, j'ai oublié son nom, mais bref, je le salue au passage. Les amis, on fait une toute petite pause pour vous parler du sponsor de cette vidéo et de tout ce channel et de tout ce contenu gratuit que vous consommez à travers mes différents canaux. C'est mon programme d'accompagnement Ascension Pro. Qu'est-ce que c'est? C'est un programme dans lequel vous pouvez rentrer, dans lequel vous serez suivi, coaché, mentoré par moi, en one-to-one avec du vrai programme personnalisé. Ça vous donnera accès à toutes mes formations. C'est un programme dans lequel vous rentrez, qui n'a pas de limite de temps, où tout est structuré autour d'un objectif commun qu'on définit avec la personne. Et moi, je m'engage, ma promesse, c'est que je vous suis, je vous mentore jusqu'à que vous y arrivez. Okay, ça vous donne accès à tout le parc de formation, ça vous donne accès aussi à une team. Vous rentrez dans une team de mecs super chauds, de mecs et de femmes d'ailleurs. Le but, c'est vraiment de réunir des gens comme ça, super chauds, qui ont un vrai projet derrière leur musique et de les faire step up. De les faire step up comme jamais. Donc là, on ne parle pas juste de consommer de la formation ou autre. Là, vous êtes vraiment, c'est comme si je vous prenais là, sous mon aile, comme on dit, et que je vous suis, je vous mentore jusqu'à que vous y arrivez. Donc, tout ça, bien évidemment, c'est limité dans le sens où je ne prends pas tout le monde, je ne travaille pas avec tout le monde, je veux des gens vraiment motivés, je veux des gens qui ont un vrai projet, je veux des gens en fait qui ont vraiment le bon état d'esprit pour y arriver. À partir de là, je prends les gens qui sont vraiment dans ce mindset. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez trouver un lien en dessous, vous pourrez aller voir la page, etc. Et vous pouvez prendre un appel donc avec moi ou une personne de ma team. Je ne peux malheureusement pas prendre tous les appels, donc je ne peux pas vous promettre que vous allez tomber sur moi. Mais en revanche, les personnes sur lesquelles vous tomberez, si ce n'est pas moi, ce sont des gens vraiment de confiance, c'est mes collaborateurs. Et ils savent exactement ce que je propose, comment je le propose et ce que je veux. Et par la suite, on verra ensemble tout simplement si on peut vous aider. Si vous avez le bon profil pour qu'on puisse vraiment vous aider et vous faire step up, et si c'est le cas, on pourra éventuellement collaborer là-dedans. Si ça vous intéresse, c'est tout en bas dans la description. Allez, vidéo suivante. Je vais te donner l'ordre précis dans lequel il faut mettre tes plugins sur ta voix. D'abord, tu mets un EQ pour enlever les fréquences indésirables. Ensuite, tu mets un de-esser pour contrôler tes S. À partir de là, tu peux commencer à compresser avec un compresseur. Pourquoi pas un deuxième EQ pour pouvoir relever certaines fréquences maintenant que ton signal est maîtrisé. Une petite saturation pour gonfler un peu l'ensemble. Et enfin, tu vas pouvoir mettre ta reverb et ton délai. Amuse-toi à faire tout ça dans l'ordre inverse, tu vas voir le résultat. Ok. C'est pas faux dans ce qu'il dit. L'ordre, c'est un truc un peu classique. On équalise, on compresse. Alors là, par contre, pour le DSR en tout début de chaîne, oui et non, ça dépend de la voix, etc. Saturation. Ok, l'ordre n'est pas, on va dire, déconnant. Ok. Petite nuance, parce que de nouveau, l'ordre précis dans lequel tu dois process ta chaîne master, ça pour le coup, je suis pas d'accord. Il n'y a pas d'ordre précis. En fait, tout dépend de la voix, du type de voix, de comment ça a été enregistré. Il y a plein de facteurs. Un autre exemple classique de ça, vous verrez partout, et d'une certaine manière, je suis un peu coupable de ça aussi, parce que j'ai déjà fait une ou deux vidéos où je montre ces techniques, mais vous verrez partout tout le monde vous dire il faut stacker 2 compresseurs sur vos voix absolument, par exemple. C'est pas du tout forcément le cas. Des fois, on peut avoir un seul compresseur et ça sonne très bien. Tout dépend de ce qu'on veut. Donc, l'ordre précis, c'est comme pour le DSR. Le DSR, on peut le mettre en début de chaîne dans certains cas si à la base, on a déjà beaucoup trop de sifflantes, ce qui peut arriver suivant le type de micro avec lequel on enregistre, suivant plein de facteurs, suivant l'enregistrement dans les grandes lignes. Mais ce n'est pas obligatoire de le mettre tout le temps en début de chaîne. Des fois, on peut le mettre un peu après certains process. Des fois, on peut ouvrir la voix, en gros, brighter la voix et ensuite DSer, ou des fois, on peut DSer et ensuite ouvrir la voix. Les deux peuvent fonctionner. Il ne faut jamais, en fait, se fermer et se contenir à des choses qu'on fait par automatisme. C'est vraiment mauvais pour votre audio, c'est mauvais pour vos résultats. Parce que si vous procédez de la sorte, il y aura des cas où vous auriez pu faire des choses beaucoup mieux, juste en étant un petit peu curieux et ouvert d'esprit à tester différentes combinaisons. Donc voilà, c'est pas du tout faux ce qu'il dit, c'est juste, mettons un petit peu de nuance là-dedans. Vidéo suivante.
Il y a trop d'artistes qui savent pas ce que c'est un mix. Le mixage, c'est ce qui fait la différence entre un son pro et un son amateur. C'est l'étape où tu prends toutes les pistes enregistrées d'une chanson, voix, instruments, effets, et tu les combines pour créer un son cohérent et équilibré. C'est là que tu fais en sorte 100%. que chaque élément de la chanson soit bien placé, bien entendu et bien équilibré dans le mix final. Et c'est là où, attention, on remet des pincettes parce que mixer, ce n'est pas ça. Mixer, ce n'est pas faire que tous les éléments de votre mix s'entendent bien. On a déjà un petit peu parlé dans la vidéo dernière, mais ça, c'est pour le coup, je ne sais pas pourquoi, ces derniers temps, je vois ça tout le temps. Mixer, pour les gens, c'est 1, créer de la séparation entre les éléments, 2, faire que tout s'entende bien. Or, mixer, c'est absolument pas ça. Mixer, c'est bien au contraire, savoir quoi mettre devant, savoir quoi laisser derrière, etc. Donc voilà, ça rejoint un petit peu ce que je disais la dernière fois avec Octavox Studio, où justement j'appuyais ce qu'il disait, j'étais d'accord avec ce qu'il disait. Faites attention à ça, ne tombez pas dans ce piège. Mixer, c'est pas ne faire tout bien s'entendre. Ça, c'est une connerie. Mixer, c'est savoir quoi mettre en avant ou en fait attirer l'attention du mec qui écoute ou des gens qui écoutent la musique et à quel moment. Mixer, en vrai, c'est ça. Expliquer quelles sont les étapes principales d'un mix. Ça commence par l'ajustement de volume de chaque piste pour que rien ne soit trop fort ou trop faible. Ensuite, avec l'EQ, tu gères les fréquences pour que les instruments ne se gênent pas. La compression, elle, permet d'uniformiser le volume et éviter les pics. Ensuite, les effets. Reverb, delay, ajoute de l'ambiance et de la profondeur. Ensuite, avec le pan, tu places tes éléments dans l'espace stéréo pour un son plus large. Enfin, les automations te permettent de... Ok, donc ça c'est Streaky. Pour les gars qui ne connaissent pas, c'est un anglais qui est bien connu, qui a des gros réseaux. Beaucoup de monde le critique, ce mec-là. Pourtant, il dit franchement jamais de la merde. Enfin, de ce que j'ai vu, en tout cas, j'ai jamais regardé tout son contenu, mais de tout ce que j'ai vu de lui, il dit des bonnes choses. Et là, ce qu'il dit, c'est les 2 règles d'or du mastering, de l'EQ de mastering. C'est de cut narrow, c'est-à-dire de cut serré, de faire des cuts plutôt serrés et de faire des boosts plutôt larges. Et pour le coup, dans les très grandes lignes, c'est 100% vrai. Vraiment. Après, attention, toujours un petit peu de nuance. De temps en temps, en mastering, on peut avoir besoin de faire des cuts larges aussi. Ça peut arriver. Hein. Quand on shape un master, par exemple, ça peut très bien arriver. Mais ce qu'il dit, c'est une très bonne règle de départ. C'est-à-dire que faire, en tout cas, des boosts serrés, c'est très, très, très rarement une bonne idée. C'est très rare qu'on ait besoin de faire ça, à part cas très particuliers. Et la plupart du temps, quand on fait des cuts, c'est un peu pour nettoyer, donc plutôt serré aussi. Ok, donc c'est dans les grandes lignes, je plus sois, comme on dit. Vidéo suivante de Dark Lulubits. Résonance subtilité, vous avez vu, je suis monté de la 3 dB max. Déjà, si vous montez à plus, faites gaffe. Déjà, à partir du moment où vous montez à plus 6, vous changez la tonalité du son. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est plus le même son. En fait, vous allez de toute façon entendre, surtout si vous faites ça, des résonances, parce qu'en fait, ça va créer des résonances. Avec l'expérience, vous saurez déterminer quand c'est une résonance que vous avez créée ou non, mais à la base, vous n'êtes pas censé booster haute subtilité. Ok, bon, alors, ce genre de vidéo, c'est compliqué parce que ça, c'est totalement... Ça, c'est genre c'est cuté dans un format long. Et c'est totalement sorti du contexte. Donc, on peut interpréter de 1000 manières. Ce qu'il dit, ce n'est pas faux. C'est-à-dire qu'en tout cas, un truc qui est sûr et certain, c'est que la fameuse technique de l'EQ, que vous voyez partout, de booster, ensuite de swiper, de balayer et d'écouter comme ça pour chercher ce qu'on veut enlever, bien que, et je vais m'expliquer, ça parte d'un bon fond, en réalité, c'est une connerie. C'est-à-dire qu'en fait, et ça, c'est le cas classique des gens sur Internet qui n'ont pas assez les compétences pour bien comprendre ce genre de concept. Si vous boostez avec un Q serré en plus, comme ça, tout sonne mal, tout résonne avec un Q serré. C'est totalement normal. Donc, le fait de d'abord booster, swiper comme ça, genre s'arrêter à je sais pas combien de hertz, puis se dire « Ah, ça sonne pas bien, j'y cut », c'est une énorme connerie. Parce que quand vous faites ça, quand vous travaillez de cette manière-là avec un EQ, vous allez cutter 15 000 trucs en trop. La vraie bonne technique, c'est que d'abord, c'est à l'oreille qu'on doit identifier un problème. C'est-à-dire, j'écoute, j'entends quelque chose qui me plaît pas, ok, j'ai identifié un problème. Maintenant, si j'ai pas la compétence encore d'y arriver à l'oreille, de me dire, ok, ce que j'entends là, c'est vers 1-2K par exemple, et puis d'aller avec son EQ chercher vers les 1-2K, oui, on peut prendre son EQ, faire un petit boost, mais pas un boost de bâtard ultra serré, ultra pointu, un petit boost, et on va venir booster, chercher ce qu'on a entendu. Mais on a identifié à l'oreille. En aucun cas, on va essayer d'identifier en boostant. Parce qu'en fait, ça n'a aucun sens. Vous n'écoutez pas le son de base, vous écoutez le son que vous boostez. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là toute la subtilité.
Maintenant, là, dans la vidéo, il dit aussi, si vous boostez de plus de 3 dB, c'est que c'est de la merde, etc. Ça, pour le coup, ça dépend dans quel contexte, encore une fois. Si c'est sur un mastering, ouais, il y a de fortes chances que le problème puisse être réglé mieux avant. Après, si c'est un mix sur une piste individuelle, booster 6 dB, en vrai, c'est ultra commun. On peut se retrouver même des fois faire des boosts de 10 dB, de 15 dB. Vraiment, je vous dis pas des conneries. Hein. Si vous vous servez justement de tools où vous ne voyez pas ce que vous faites, c'est-à-dire vous ne voyez pas de cœur, vous ne voyez pas d'analyseur, type, je sais rien, un SSL, peu importe, un NIV, une émulation d'un plugin où on voit juste des potards, on va faire des moves bien plus violents souvent, en session de mix, encore une fois sur des pistes plutôt individuelles, qu'avec un ProQ. Parce que typiquement, avec un ProQ, on fait un boost, on se dit, oulala, c'est un énorme boost, ça va pas, c'est pas possible. Et je vous garantis que des fois, c'est pas tout le temps, c'est pas souvent, mais des fois, ça peut arriver, par exemple, je sais pas moi, sur une snare typiquement, qu'on ait besoin de faire un gros boost. Et ça sonne, et c'est OK de faire ça si on sait le justifier, si on sait pourquoi on le fait, et si ça sonne bien, tout simplement. Encore une fois, on rajoute de la nuance, on peut faire plein de choses. Il faut toujours se laisser l'ouverture d'esprit de se dire, OK, j'ai besoin de faire un move sur mon élément, et ben, je me laisse l'option si j'ai besoin de faire un gros boost ou pas. Je vais jamais m'interdire de faire quelque chose juste parce que visuellement ça a l'air too much ou juste parce que je me dis ou non, c'est interdit, on peut pas faire ça. C'est une connerie de penser comme ça. Gardez-vous l'option de tester des choses, d'être open là-dessus, quoi. Allez, vidéo suivante. Lui, on l'a déjà vu avant. On va parler des normes LUFS. Je vois beaucoup trop de gens commencer un mastering et pour eux, masteriser, c'est simplement amener à 14 LUFS ou 12 LUFS, peu importe. Parce que les plateformes de streaming ont toutes des normes. Si on regarde sur Spotify, par exemple, la norme, c'est 14 LUFS. Ok, ce qu'il dit, c'est 100% vrai. On ne fait pas de master à moins 14 LUFS. Ça, c'est un truc qui existe que sur Internet, que dans la sphère amateur. Dans le monde pro, ça n'existe pas. Personne fait ça, vraiment. Enfin, en tout cas, j'ai jamais eu ça. Maintenant, petite nuance aussi, il parle de la norme moins 14 LUFS sur Spotify, c'est vrai, mais il faut savoir un truc, c'est que Spotify a en réalité 3 normes. Hein. Il y a moins 14, il y a moins 9 et il y a moins 16, si je dis pas de conneries. Le truc, c'est que toutes ces normes sont vouées à être changées sans arrêt, en plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Spotify peut diffuser à 3 niveaux, et ça, on peut choisir ça, je crois, si je dis pas de conneries, c'est pour les users premium, ceux qui payent un abo. Et on peut donc choisir de diffuser à 3 niveaux différents. Toute track qui sonnera au-dessus va être ramenée par un limiteur de Spotify qu'on ne contrôle pas à 14 LUFS. Donc, on pourrait... Alors là, attention, je ne suis pas sûr de ce qu'il dit. Lui, ce qu'il dit, c'est toute track qui sera au-dessus de moins 14 LUFS. C'est dur à interpréter dans le sens où si on dit au-dessus, ça veut dire qu'il y a une valeur plus élevée que moins 14 LUFS. Alors, je ne sais pas s'il veut dire plus loud ou moins loud que moins 14 LUFS. Donc, on lui laisse le bénéfice du doute. C'est vrai ce qu'il dit, c'est-à-dire que si on est moins loud que moins 14 LUFS, Spotify, ce qu'ils vont faire, en fait, Spotify aligne en LUFS. Ils mesurent en gros le loudness de votre track en integrated, c'est-à-dire ils font une mesure de A à Z de tout le track. C'est pas une mesure sur un temps donné, hein, c'est tout le track de A à Z, c'est la moyenne. Ils prennent ce numéro et ils alignent ça à moins 14, ou un de leurs standards. Hein. Les 3 numéros que je vous ai dit. Donc, si vous êtes moins fort que moins 14, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont rajouter du gain pour atteindre ce moins 14. Et si vous avez un master qui est moins fort que moins 14, mais qui pique à 0, eux, ils rajoutent du gain, donc ils clippent potentiellement. Et donc là, ils appliquent un limiteur. Donc ça, c'est vrai. Par contre, maintenant, en revanche, si vous êtes plus fort que moins 14, dès le moment où vous êtes plus fort que moins 14 LUFS, Spotify ne fait rien d'autre à part du gain, il change le gain. Si vous uploadez un track qui est plus fort que moins 14 LUFS sur Spotify, ce qu'il va faire, c'est enlever du gain pour aligner à moins 14. Le gain, en fait, on s'en branle. Si votre master sonne bien à moins 8 LUE ou moins 6 LUFS, juste d'enlever du gain dessus ne va pas le faire sonner moins bien. Voilà. Se dire, il faut à tout prix que mon mastering tape à 14, ni en dessous, ni au-dessus, pour que Spotify ne le touche pas. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire que c'est plutôt faux. Déjà, Spotify va forcément le compresser et y toucher. Et en plus... Alors là, attention, nuance, qu'est-ce qu'il veut dire par compresser? Encore une fois, il faut être plus précis, parce que les gens ne captent pas. Là, ça fout la confusion, quoi, en fait, quand je regarde ça. Compresser, oui, ils compressent, mais ils compressent quoi? C'est-à-dire qu'ils font des formats MP3, enfin des formats type MP3, du codec destructif, comme on appelle ça. Donc ça, c'est une forme de compression de l'audio, et ça, c'est 100% vrai. Tout simplement parce que Spotify, en fait,
suivant depuis où vous streamez, suivant si vous avez Labo Premium ou pas, suivant plein de facteurs, va vous balancer différentes versions de codec, du plus pourri au mieux, entre guillemets, sachant que le mieux sur Spotify, ça équivaut à du 320 en gros. Donc oui, c'est vrai. Mais maintenant, Spotify ne va pas forcément compresser votre audio dans le sens compresser avec un limiteur. Ça, c'est uniquement si vous êtes moins loud que leur target qui est moins 14 LUFS. Hein. Si vous mixez à 14 LUFS, vous sonnez vraiment moins fort que vos concurrents. 100% vrai pour le coup. Si vous faites des masters à moins 14 LUFS, derrière, il ne faut pas venir pleurer de sonner moins fort que tout le monde. Hein. Ça, c'est certain. Sur Spotify, ça va pas se voir, mais sur Apple Music, par exemple, la norme va être à 12 dB LUFS et donc votre mix va sonner moins fort parce qu'il sera à 14. En fonction des plateformes, ça va pas. Je crois que sur Apple Music, c'est moins 14 aussi ou moins 16 maintenant, il me semble. Hein. Je sais plus, à vérifier. Être ramené à la même norme et surtout, ces normes sont assez basses. Si votre mix sonne à 14, sonne à 12, il va pas sonner fort, il va pas sonner loud, comme on dit. Donc en vérité, faire un mastering, c'est pas ça. Oui, on va utiliser des limiteurs pour monter le volume perçu, mais c'est aussi faire des petits ajustements d'EQ, des petits ajustements de saturation avec un peu d'harmonique à certains endroits, gérer la stéréo, faire de l'espace, rendre le truc plus clair, le faire sonner plus fort, les basses plus rondes, passer aussi dans des machines analogiques. Ok. Après tout ce qu'il dit, manifestement, c'est vrai. Pour donner encore une fois une chaleur, etc. C'est ça le mastering. C'est pas juste je mets un limiteur jusqu'à ce que ça sonne à 14 dB LUFS pile. Parce que ça sert à rien. 100% pour le coup. Allez, vidéo suivante de Yann, ingénieur du son. Si tu mets des effets directement sur ta piste record quand tu enregistres chez toi, sache que c'est inutile et c'est même risqué. Disons que tu mets un préampli, un compresseur, autotune sur ta piste d'enregistrement. Ce sont des effets sur lesquels tu pourras pas revenir plus tard dans le mix. De toute façon, ces effets-là, tu pourras les mettre à l'étape du mix et en plus, tu pourras les ajuster. L'idéal, c'est d'avoir un enregistrement neutre pour rester flexible à 100%. Par contre, tu peux mettre des effets sur ton retour pendant l'enregistrement. Je te montre comment le faire dans FL Studio. Ok. Bon, le setup dans FL, on s'en branle. Ce qu'il dit, en vrai... c'est là où je vais nuancer. Alors, c'est pas faux. C'est-à-dire qu'il il s'adresse vraiment, je pense, quand même à des très débutants. Donc, à la limite, à des débutants, comme conseil de leur dire, ne mets rien à ton enregistrement. Donc, c'est-à-dire, en gros, enregistre flat, enregistre sans effet, etc. Et tu pourras toujours process derrière. C'est pas un mauvais conseil, ok ? C'est ok. Par contre, maintenant, le problème de ça, c'est qu'en réalité, et ça, c'est un problème plus général, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, quand vous faites de l'enregistrement, et là, je ne vous parle pas pour un tout débutant, je vous parle de manière générale, dans le monde pro, etc., quand on enregistre, on doit avoir une décision, on doit avoir une vision sur le son qu'on veut, et à l'enregistrement, on façonne notre son. C'est-à-dire que l'enregistrement, c'est pas là uniquement pour foutre un mic le plus clean, le plus transparent possible, dans un environnement le plus clean, le plus transparent possible, pour faire des prises la plus clean, la plus transparente possible. C'est pas ça, enregistrer, en fait. Enregistrer, c'est capturer une performance, ok, dans les grandes lignes. Et quand on capture une performance, on peut avoir des outils à disposition. Alors notamment quand on fait de l'enregistrement, l'analo, pour le coup, c'est vraiment là que ça brille le plus, je pense. C'est vraiment là où aujourd'hui, c'est un peu le domaine où c'est le plus indispensable, entre guillemets, à un niveau pro. Là, je vous parle à gros niveau. Hein. Je ne vous parle pas pour des débutants, des petits setups home studio ou autres. Hein. Je vous parle comment ça se passe pour de vrai. D'avoir de l'analo, pourquoi ? Parce que quand on a de l'analo, on peut directement rentrer dedans et là, on peut en fait façonner son son. Et l'enregistrement, il n'y a pas que le process analogue, hein, ou du process tout court, même en plugin, pour façonner son son, il y a aussi tout le matos. C'est-à-dire que l'environnement dans lequel on enregistre, est-ce qu'on choisit d'aller enregistrer dans une pièce qui est dite dead, où tout est contrôlé, où il n'y a aucune acoustique, pour avoir là, pour le coup, vraiment pas d'acoustique, etc. Ou est-ce qu'on choisit au contraire de peut-être aller dans une pièce qui est vivante, dans laquelle il y a un espace acoustique, dans laquelle il y a une reverb, aussi courte ou longue qu'elle soit, peu importe. Je vous donne un exemple, par exemple les batteries. Quand on enregistre des batteries, souvent on va choisir de mettre les batteries dans une room où il y a un son de room, c'est-à-dire où il y a de la reverb. La room n'est pas dead. Et on va profiter de cette acoustique, certes qui est dans un studio, un environnement où l'acoustique est contrôlée, mais on va profiter de cette acoustique pour façonner notre son. On va mettre des micros qui vont capter cette room, justement, qui vont capter l'acoustique du son. On va mettre certains types de micros sur certaines sources pour façonner le son. Quand on enregistre une voix, c'est pareil. Le type de micro qu'on utilise a un impact direct sur le son. Parce qu'il y a des micros qui sont très bright, qui vivent beaucoup, qui ont des bosses dans les mids. Il y a des micros, qui au contraire sont très chauds, font beaucoup de bas médium. Il y a des, je sais pas moi, il y a les condos, il y a les dynamiques, il y a
rubans, il y a des micros à lampe, il y a tout un tas d'outils en fait pour enregistrer, sans même parler des préamps, hein, qu'on peut utiliser pour façonner notre son. Et en fait, de donner ce conseil de dire il faut tout réquer flat, machin, certes, pour les tout débutants qui font ça chez eux, voilà, ok. Mais dans l'idée, si vous voulez vraiment être bon en enregistrement et vraiment progresser là-dedans, là, à ce niveau-là, c'est un mauvais conseil. Parce qu'au contraire, vous ne devez pas enregistrer flat. Je pense que dès le moment où vous avez un certain niveau, vous avez un certain bagage là-dedans et que vous voulez aller beaucoup plus loin dans l'enregistrement, il n'y a qu'à voir qu'est-ce que font les meilleurs recording engineers de cette planète. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que vous croyez vraiment qu'ils enregistrent flat? Rien du tout, les amis, rien du tout. Okay, ils enregistrent avec une vision, ils enregistrent avec une couleur, ils enregistrent avec un son qui est façonné. Et quelque part derrière, une fois que c'est traqué, c'est-à-dire une fois que c'est enregistré, il y a déjà quelque chose. Il y a déjà en fait un chemin qui a été pris, il y a déjà une direction qui a été prise, qui est artistique et technique, dans le track. Okay, et c'est comme ça que ça se passe vraiment dans les top enregistrements, etc. Donc, vous voyez, de nouveau, c'est pas un mauvais conseil. Ce qu'il dit, c'est très vrai pour son audience, très certainement. Mais le problème, c'est que ça peut peut-être porter à confusion pour certaines personnes qui peuvent se dire, ah ben là, il faut absolument enregistrer flat. Et ça, pour le coup, c'est un truc moi que je vois énormément chez les gens que je suis et autres. Et petite parenthèse encore, et on finit après sur cette vidéo, c'est que ce fait-là de ne pas prendre de décision dès le début, qui est en fait le fait de repousser toujours les décisions, ça, c'est une énorme connerie. Dans le son, on doit commit, comme on dit. C'est-à-dire qu'on doit prendre des décisions au moment où elles doivent être prises, tout de suite, et on avance sur ces décisions. Bien entendu, quand on est débutant, c'est difficile, parce que si la décision du début qu'on prend, par exemple, à l'enregistrement, en fait, elle n'est pas bonne, bah derrière, c'est dans l'audio, et tout est construit dessus. Donc, c'est sûr que c'est à double tranchant, mais vraiment, si vous voulez progresser vraiment, il y a un moment, il va falloir passer par là, à partir d'un certain point, où il va falloir prendre vos décisions, les commits, c'est-à-dire et il y aura des cas où vous allez merder, c'est sûr. Mais c'est comme ça que vous apprendrez. C'est comme ça que derrière, vous direz, OK, cette fois-ci, j'ai merdé sur la prise, j'ai pris, je sais pas, le mauvais micro, j'ai mal placé mon micro, j'ai mal fait ci, j'ai mal fait ça. C'est pas grave. Là, c'est ancré. La prochaine fois, je saurai. Et l'autre point, c'est que quand les gens enregistrent, moi, ce que je vois le plus dans les débutants, c'est qu'en fait, les gens ne passent pas de temps à écouter ce qu'ils enregistrent. Et pourtant, c'est fucking important. Quand on enregistre, on place ses micros, on fait son setup, etc. Et là, on écoute avant de rec. On écoute. Et si le son, là, tout de suite, nous plaît pas, on fait ce qu'il faut pour un meilleur son. On change le micro de place, on change de micro, on change, je sais pas, on met des gobos, on met des matelas, on met des doudounes, on met des couettes. Peu importe, il n'y a pas d'excuse. Il y a toujours quelque chose à faire pour améliorer un enregistrement, par exemple. Et c'est juste un état d'esprit de se dire, OK, avant d'enregistrer, déjà, je passe du temps pour essayer de faire les choses, pour essayer peut-être différents micros. Si ne serait-ce que vous avez 2 micros, essayez les 2 micros, comparez-les, écoutez-les, essayez différents emplacements dans votre pièce, essayez de traficoter un peu l'acoustique autour. Comme je vous l'ai dit, il y a plein de moyens. Et de faire ce job-là. Et c'est comme ça que vous allez apprendre. Et c'est comme ça que vous saurez petit à petit comment façonner votre son. Donc voilà, pour cette vidéo. Ok, maintenant on va finir par un screenshot qui est un post sur Instagram, si je dis pas de conneries, de Project Home Studio qui dit couper en premier. EQ, couper en premier avec les égaliseurs atténués ou couper les fréquences qui posent problème au lieu de booster celles que vous aimez. Comme ça, vous obtiendrez un signal propre sur lequel vous pourrez facilement appliquer d'autres effets comme la compression. De plus, vous minimisez les variations de phase dues au traitement. C'est pas un mauvais conseil en vrai. Après, moi j'ai un petit problème avec couper les fréquences qui posent problème au lieu de booster celles que vous aimez. En fait, j'ai envie de te dire, coupe les fréquences qui vous posent problème, 100%, mais booste aussi celles que t'aimes. L'un n'empêche pas l'autre, tu vois. Et ça sous-entend, tu vois, un petit peu, c'est le problème. Ça sous-entend que booster, ça, c'est pas bien, en fait. Ça sous-entend qu'il faut pas booster. Ça, c'est une énorme connerie dans les EQ qui m'énerve. Ça m'énerve. On ne peut pas booster avec des EQ. Okay, c'est pas bien. C'est parce que tout un tas de raisons. Les gars, il faut arrêter. On peut tout autant cutter qu'on peut tout autant booster des trucs qu'on kiffe. On peut faire justement, par exemple, des gros boosts dans des compresseurs. Et c'est une technique qui marche très bien. Le compresseur va un petit peu annuler ça, va maintenir ce boost, par exemple. Et ça, sur des snares, des fois, ça peut faire des merveilles. Des fois pas. Hein. Des fois, c'est plutôt l'inverse. On va vouloir d'abord nettoyer, peut-être compresser et peut-être booster après. Mais encore une fois,
il n'y a pas de règles, il n'y a pas de... Et ce qui compte, c'est de comprendre les choses et de comprendre pourquoi on le fait. L'exemple de pas... Enfin, voilà, les EQ, je pense vraiment, pour le coup, il y a tellement de trucs dans ce genre-là de pas booster. Après, c'est pas vraiment ce qu'il dit, hein, c'est pas pour lui couper enfin, lui casser du sucre sur le dos, mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi, quoi? Vous voyez que ça sous-entend que booster, là, c'est pas ouf. Et ça, de nouveau, pour les plus débutants, ils vont lire ça, ils vont se dire, ok, machin, je cut, ok, super, c'est pas un mauvais conseil, mais encore une fois, ils vont peut-être passer à côté de quelque chose. Peut-être que derrière, ils vont pas tester de faire des boosts et de machin et de découvrir des techniques comme ça aussi, quoi. Voilà. Donc, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Si vous kiffez ces vidéos, je vous invite à mettre debunk dans les commentaires. Vous pouvez, si vous voulez soutenir cette chaîne, bien entendu, vous former. Vous savez que j'ai plein de formations qui peuvent vous aider. Et si vous voulez aller vraiment un cran plus loin, avoir accès à toutes les formations et vraiment avoir un vrai suivi, rentrer dans ma team pour vraiment qu'on vous fasse step up, vous aurez aussi un lien dans la description dans lequel vous pourrez prendre un appel avec moi ou une personne de ma team et on verra ensemble si on peut vraiment vous aider, vraiment vous faire step up. Si ça vous intéresse, c'est tout en dessous. Les gens, c'était Igor chez Swap Studio. Je l'ai oublié. Mettez un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Un petit commentaire aussi, ça aide. Je vous dis à bientôt. Ciao.